Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour, ici Antoine Laporte au microphone et bienvenue à ce podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on parle avec Gabriel Quenneville-Belair. Bonjour Gabriel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, super. Ouais, cool. Salut. On va commencer tout de suite. Dans le cadre de ce podcast, j'aime vraiment qu'on débute par que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de quand tu as commencé le piano, un peu le contexte, puis après aussi tes études, par exemple, tes études au conservatoire et tout ça. Puis où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui dans ton parcours de pianiste concertiste? Donc, moi, j'ai commencé quand j'avais l'âge de... Je crois que j'avais 7 ans, 6 ou 7 ans, mais je pense que j'avais 7 ans. En fait, c'est drôle parce que la raison pour laquelle j'ai commencé, j'ai été intéressé avec le piano, c'est simplement parce que j'avais un de mes amis proches à l'école qui jouait du piano, puis j'avais juste envie de faire la même chose que lui. C'est aussi simple que ça. Okay. J'avais aucune raison. J'avais pas quelqu'un dans ma famille qui jouait d'un instrument classique. Mon père faisait de la guitare électrique, mais il faisait ça dans le sous-sol avec ses écouteurs, là, donc j'ai jamais vraiment... En fait, je l'ai pas entendu jouer avant l'âge de 17 ans, là. C'est vraiment okay. Tard, là. Ah ouais. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'avais juste un ami qui jouait du piano, puis là, j'ai décidé d'aller prendre des cours avec le même prof et tout. Je pense que mon professeur a vu que j'apprenais vite ou quelque chose, là, comme ça. Mm-hmm. Donc, tu sais... elle m'a pris... elle a commencé à faire un travail sérieux, là, musique classique, on a commencé puis tout. Mm-hmm. Puis là, dès les premiers mois, elle m'a envoyé dans les petits festivals, les compétitions qu'il y avait. Je pense qu'à cet âge-là, j'étais pas tout à fait prêt pour ça, je pense. Ça me rendait bien nerveux, mm-hmm. Parce que je faisais ça vraiment pour le plaisir, puis là, tout d'un coup, ça devenait quelque chose de sérieux. Mm. Donc... tu sais, au bout de 2 ans, j'ai eu besoin de prendre comme un petit recul, là, puis de prendre une pause et tout. Puis là, bon, tu sais, je veux dire, avec l'école et tout, là, j'ai comme passé à autre chose. Ouais. Et mon frère, qui est 3 ans plus vieux que moi, à un moment donné, il s'est rendu à l'école secondaire quand il avait 12-13 ans. Là. Et là, ils avaient les classes de musique. Donc, c'est comme le petit orchestre, là, l'harmonie, les orchestres avant. Avec flûte, saxophone, clarinette, trombone, tout ça. Et lui, il jouait de la flûte traversière. Et donc c'est ça, je le voyais pratiquer à la maison. Il y avait toutes ses partitions. Puis il a même commencé à jouer avec un logiciel de partition sur ordinateur, là, ça s'appelle Finale. Ouais. Là, moi, je voyais tout ça, tu sais, à la maison. Puis là, je sais pas pourquoi, ça m'a rendu comme jaloux. Parce que dans ma tête, c'était encore moi le musicien de la famille. Même si ça faisait genre 2 ans que je jouais plus de piano, là. Donc là... T'avais arrêté à quel âge, dans le fond, la première fois? Ben, j'ai joué pendant 2 ans. Donc si j'ai commencé à 7, j'ai arrêté vers 9 ans. Ok. C'est ça. Puis là, mon frère, à ce moment-là, ben là, c'est ça, il est comme allé à l'école secondaire. Puis là, en dedans d'1 an ou 2, tu sais, il a commencé à faire de la musique. Donc là, c'est ça, je voyais ses partitions, puis ça m'a comme un peu ranimé le but. Mais c'est drôle parce que... J'ai commencé à jouer du piano parce que mon ami faisait du piano. Puis j'ai recommencé à jouer du piano parce que mon frère faisait de la flûte. Mm-hmm. Donc tu sais, les gens autour de moi, on dirait que ça m'influence beaucoup. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est ça. Donc j'ai recommencé à jouer. Puis là, soudainement, comme je faisais ça vraiment juste pour moi, là, ben là, soudainement, je pratiquais tout le temps. Matin et soir. Tu sais, avant d'aller à l'école, à 7h le matin, j'étais là puis j'essayais des trucs puis tout.
Donc là, je pense que mes parents, ils ont vu que ben là, il était temps de recommencer à prendre des cours, là. Donc, Ouais. donc on a trouvé une prof qui était vraiment à côté de chez moi, là, vraiment pas loin, là. C'était 5 minutes de marche pour se rendre là. Donc là, j'ai commencé tranquillement. Au début, c'était 45 minutes à tous les 2 semaines. Puis là, éventuellement, c'est devenu 30 minutes par semaine, 45 minutes par semaine, 1 heure par semaine. Ouais. Ça a monté comme ça graduellement, là, au fur et à mesure de 2-3 ans. Là. OK. Puis tu sais, c'est ça, là, à ce moment-là, quand j'ai recommencé, c'était vraiment tranquille. Là. Je faisais juste des pièces, mettons, de Star Wars, des films comme ça, là. OK. Jurassic Park, tout ça, là. T'sais, beaucoup de musique de John Williams, là. À cet âge-là, je tripais John Williams, là, tu sais. Je mettais... j'avais la cassette de la musique de Jurassic Park. Puis je la mettais dans le stéréo, là. Puis là, je me promenais dans le salon. Puis je faisais comme si je me battais avec une épée invisible, là. Puis là, en écoutant ça. Okay. Tu sais, je tripais John Williams, là, à cet âge-là, là. Donc c'est ça, j'ai recommencé et tout. Puis... tranquillement, pas vite, c'est redevenu plus sérieux. Mais là, c'était comme de mon plein gré que j'étais sérieux avec ça, là. On dirait que là, à cet âge-là, j'étais comme plus prêt à pratiquer de manière plus sérieuse. Ouais, c'est ça, avec un programme, puis de musique... bon, j'imagine la musique de John Williams, ça devait être écrit, ce que t'apprenais, mais... Ouais, c'est ça, mais tranquillement, pas vite, je suis retourné vers la musique classique. Au fur et à mesure du temps, puis tu sais, faire les gammes, les examens théoriques, puis tout, tu sais, tranquillement, je suis revenu à tout ça. Et là, à ce moment-là, bon, éventuellement, j'étais allé à l'école secondaire moi aussi. J'étais aussi dans l'orchestre avant, je jouais de la clarinette, puis je faisais du piano en dehors de l'école, parascolaire. Bon. Ouais. Les années ont avancé, puis moi, à ce moment-là, j'étais dans un programme, ça s'appelle Programme international, le PEI. Okay. Programme d'éducation internationale. Puis j'habitais à Laval. Et là, il y a eu comme une coupure budgétaire au gouvernement sur tous les programmes PEI qu'il y avait. Et ils ont décidé de tout regrouper les écoles de Laval dans une seule école. Il y aurait juste un programme PEI. Okay. Puis là, ça allait être complètement à l'autre bout de la ville. Moi, j'étais dans l'est, puis l'école était complètement à l'ouest. Donc là, tu sais... Soudainement, ben mes parents ont commencé à regarder s'il n'y avait pas d'autres écoles qui seraient intéressantes plutôt que celle-là, parce que là, c'était beaucoup de troubles. Et quand on a commencé à regarder ça, ben là, à la télé, on a commencé à entendre parler dans les nouvelles qu'il y avait une autre école qui se faisait couper son budget. Mais là, ça, c'était une école de musique. Ça s'appelait Pierre Laporte. OK. Ouais. Et ça, bon, là, je pense que là, de nos jours, ça a changé beaucoup, là. Mais à ce moment-là, le programme, il y avait vraiment un programme sérieux de piano avec des plages horaires dans la journée pour pratiquer. Il y avait des plages horaires de cours de théorie en classe et tout. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme mon plateau un peu au nord, là. Ben, c'est proche du centre Rockland, là. Ouais, plus au nord, ok, ouais. C'est ça, moi, pour me rendre là, dans le fond, là, je prenais le train à Laval, à la gare Saint-Martin. Ouais. Puis là, ça m'amenait à la gare Parc, à Montréal. Puis là, de là, je marchais... Ouais, c'est ça, le métro Parc, ouais, c'est ça. Je marchais du métro Parc jusqu'à l'école. C'était comme 10 minutes de marche, là. Donc, ça me prenait comme une bonne heure, là, me rendre là-bas. Donc, finalement, c'était probablement même plus long que de me rendre à l'autre école à Laval, d'école secondaire, d'éducation internationale. Mais au moins, là, c'était de la musique. Donc là, ça me stimulait, là. Ouais. Ah ben, au secondaire, c'est quand même... de faire du train de même... c'est quand même... Mais tu sais, c'était les 2 dernières années de secondaire. Donc, j'avais déjà comme 15-16 ans, là. Donc, tu sais, j'étais assez grand, là, pour faire ça, là. Bon. Mais tu sais, quand même, là, au début, c'était... Ben, pour moi, là, c'était quand même stressant parce que c'était... Tout d'un coup, je quittais le nid de ma maison. Je quittais tous mes amis. Puis là, j'allais étudier quelque part parce que je connaissais personne, dans une autre ville et tout. Là. Les premières semaines, ils étaient stressantes pour moi. Là. C'était beaucoup de pression. Puis en plus, ben, c'est que là, c'était des jeunes qui faisaient de la musique depuis longtemps en groupe, eux autres. Donc, toutes les affaires de théorie, formation musicale, formation auditive, littérature musicale, tout ça, eux autres, ils avaient tout un bagage que moi, j'avais pas, là. Donc,
Donc, j'arrive là-dedans, puis je suis comme le nouveau, puis j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Bon, tu sais, je me suis rattrapé, moi, c'est ça. Les premières semaines, je trouvais que c'était beaucoup de pression pour moi, là, tu sais. Mais bon, j'étais prêt pour ça. À cet âge-là, j'étais prêt. C'était pas comme quand j'avais 7-8 ans, puis que j'avais pas envie de mettre trop de pression. Là, j'étais prêt. Donc, c'est ça, là. Puis là, rendu là, l'école était focusée surtout sur la musique classique. Donc là, j'étais comme revenu carrément à la musique classique, là, pas mal 100% du temps, là. Okay. Et là, éventuellement, ils m'ont comme amené à faire les auditions pour le Conservatoire de Montréal. OK. Eux, ça venait d'eux, là. C'était pas toi, c'était... Ben non, mais c'est qu'on m'en a parlé. Puis j'avais des amis qui allaient là aussi, qui allaient au conservatoire à temps partiel. Puis mes profs en parlaient et tout, donc c'était comme un peu c'était comme un peu le choix naturel, la continuation de tout, tu sais, c'était se rendre au conservatoire après ça, là. J'avais aussi, tu sais, j'ai aussi fait les auditions, disons, pour Vincent d'Indy et tout, puis certains cégeps, mais finalement j'étais allé au conservatoire, là. Donc c'est ça, là, puis ben là, rendu là, c'était rendu beaucoup plus sérieux, là. Toi aussi, t'es allé au conservatoire. Là, tout d'un coup, c'est la vraie chose, là. La vraie affaire, ouais. Tu sais, t'es rentré, dans le fond, avec... c'était Raoul Souza qui était en poste. Ouais, c'est ça. Ouais, à ce moment-là, Raoul Souza, il était encore là. Puis j'ai fait ça pour le cégep. Donc là, quand j'étais au cégep, on avait les cours au cégep du Vieux-Montréal, les cours de base. Un matin. C'est ça. Puis là, l'après-midi, c'est les cours de musique au conservatoire. Après ça, c'était... l'université, mais là, j'étais comme dans la première ou la deuxième année où ce qu'ils offraient vraiment le diplôme baccalauréat. Donc, à ce moment-là, les cours de base, comme bibliographie, tout ça, ben ça, c'était pas offert au conservatoire à ce moment-là, c'était offert à l'Université de Montréal. Donc, il a fallu... Puis ça, c'était tout à mes frais. Il fallait payer en tant qu'étudiant libre pour avoir ces cours-là. Puis là, ils associaient ça à notre diplôme, puis là, on avait les crédits, et là, ils nous offraient à la fin le baccalauréat. Mais c'était vraiment dans les premières années qu'ils faisaient ça, puis même quand je regarde, honnêtement, mon diplôme, ça paraît qu'il a été fait plus à l'ordi, tu sais. De la façon que les lettres sont écrites, on dirait qu'il a comme été imprimé sur une feuille de papier, puis collé. Donc, je pense que de nos jours, là, ils sont plus organisés avec ça, là. Ouais, ben moi quand j'étais arrivé, je pense que au bac, c'était déjà le conservatoire qui dispensait tous les cours, puis même la maîtrise aussi. Ok, ben c'est ça. C'était juste les deux, trois premières années qui étaient un peu boboche, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu tous les cours que j'avais besoin, là, puis c'était le fun d'aller dans un autre établissement aussi, là. Tu sais, il y avait complètement d'autres genres de personnes, puis aussi les classes étaient beaucoup plus grandes, donc ça donnait une autre atmosphère, là. C'était plus grande, mais il y a aussi, tu sais, comme moi je me rappelle, quand j'étais arrivé dans les cours de théorie, formation auditive, on pouvait être genre 4. C'est un groupe de... On était 4, genre, pour la classe. Ouais, c'est ça. Ça fait différent des écoles où est-ce qu'on est 30, 32. Oui, c'est ça. Et puis c'est bon d'avoir cette expérience-là aussi, parce que, tu sais, au conservatoire, quand on est dans des petites classes comme ça, c'est facile de se sentir comme le centre de l'attention, tu sais. Mais quand t'arrives dans une grande classe, là, tout d'un coup, ça te fait réaliser que t'es quand même juste un parmi tant d'autres, là. Puis, des fois, c'est important d'être humble par rapport à ça, tu sais. Donc, ben, moi, j'ai trouvé que ça a été bon de faire ça. Puis aussi, j'avais des amis qui étaient à l'Université de Montréal, donc c'était quand même le fun de les voir en passant, puis de leur parler, tu sais. Je pouvais aller prendre un café avec eux avant les cours, puis là, après ça, je me rendais au conservatoire, puis j'allais voir ma gang du conservatoire, là. C'est ça, donc j'ai fait, dans le fond, tout mon programme cégep, baccalauréat, maîtrise. J'ai fait ça au conservatoire. Quand j'étais rendu à la maîtrise, là, les cours étaient offerts au conservatoire entièrement, là. Et là, après ça, il y a eu la grève étudiante, l'automne érable. Ça, c'était quand je faisais ma maîtrise. Ça, c'était quand je faisais ma première année de maîtrise. C'était l'année où... non, ma deuxième année de maîtrise.
Puis ça, c'était quand je faisais les auditions pour ce que j'allais faire après. Ouais. Donc, moi, j'hésitais entre faire un diplôme d'artiste ou carrément un doctorat en piano. Ouais. Dépendamment des places où j'ai auditionné, j'ai appliqué pour l'un ou l'autre, là, ça dépendait. Aux États-Unis, pas mal ou... Ouais, c'est ça, c'était pas mal tout aux États-Unis, là. J'ai fait comme 6 ou 7 auditions, là. OK. C'était peut-être un peu trop d'auditions, ça coûtait cher, mais c'est bon, tu sais, ça m'a donné... ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais, puis de voir les différentes offres qu'on me donnait. Finalement, j'ai été offert le poste de professeur assistant, comme teacher assistant, là, à l'université de Minnesota, à Minneapolis. Okay. Donc là, ça, c'était bon parce que il me donnait en même temps un salaire, puis en même temps de l'expérience de travail, puis en même temps, il réduisait les coûts, les frais de scolarité, vu que j'avais ce travail-là en plus. Ouais. Donc, ça faisait comme un effet de bourse complète, plus salaire et expérience de travail. Là. Ouais, c'est super, donc, ça. Ouais, ben c'est ça. Donc, je suis allé là, puis aussi, la professeure qui était là-bas, je trouvais qu'elle jouait d'une façon particulière, que j'avais envie d'apprendre de ça. Là. Ouais. Le son qu'elle jouait, je trouvais ça très inspirant et tout. Là, j'avais envie d'apprendre de ça. Là. Oui, c'était Lydia Artemiou. Ouais, c'est ça, ouais. Là, elle habite plus là-bas. Je pense elle a déménagé à Philadelphie. OK. Je pense. OK. Parce que elle a grandi là-bas, donc elle est comme retournée à la maison, là. Elle a enseigné là, pendant genre 25 ans, là, je pense, à l'université de Minnesota. Moi, je suis arrivé quand elle finissait, là, les 4-5 dernières années. Elle est partie, je pense, 1 an et demi après que j'ai gradué, là. Donc, j'ai comme été chanceux, là. Je l'ai comme pogné jusqu'avant qu'elle parte. Puis là, cool. Là, ça serait plus cher. Elle est souvent à New York, donc là, ça serait plus cher d'étudier avec elle, parce que là, faut avoir un appartement à Manhattan. Là, ça n'a pas été trop le changement culturel, tu sais, changer aussi, vivre en anglais à tous les jours. Aux États-Unis, c'est différent d'ici. Est-ce que ça a été un défi au début? Ouais, ben là, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était tout un défi, là. Même, je me souviens, j'ai eu à passer un examen d'anglais avant d'aller là-bas. Le TOEFL. Ouais, le TOEFL, ouais. J'ai fait aussi pour aller à Toronto. Je me souviens de cet examen-là parce que j'ai été surpris. Tu sais, t'as comme 4 heures, puis t'as un examen écrit, un examen oral, lecture, tout le kit, là. Mais finalement, vu que j'allais pour le doctorat, c'était comme... l'examen, c'était comme catégorie académie. Donc, tous les examens, les affaires, disons... t'écoutes 60 secondes de quelqu'un qui parle, et après ça, il faut que tu résumes qu'est-ce que tu viens d'entendre. Puis là, c'était des affaires du genre biologie. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'était des sujets que, tu sais, je connais rien là-dedans. Super difficile. Puis là, j'apprends, dans le fond, là. C'est comme, telle plante grimpe après les arbres, et ça fait telle affaire, et en automne, il y a des fleurs qui poussent, blablabla. Bon, résume qu'est-ce que tu viens d'entendre. Fait que le problème, c'est pas juste l'anglais, là, c'est qu'il faut se souvenir aussi de tout ce que le gars il a dit avant. Juste pour te dire, quand je suis venu, moi, en France, parce que vu que le Canada, c'est un pays non seulement francophone, mais les bilingues, il fallait que je fasse un examen de français. Puis j'ai eu de la misère. Il y a des bouts, je comprenais ce qu'il disait, mais c'était tellement, justement, des sujets comme de recherche puis de scientifique là, que j'avais de la misère à comprendre pareil, même si je comprenais le français. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Là. Puis le TOEFL, je l'ai fait aussi, puis j'ai pas trouvé ça facile. Là. Je pense qu'il parlait m'emmener des dinosaures, puis... l'archéologie, puis un site d'archéologie. C'est ça. C'est ça, c'est comme dans le fond, ça fait comme c'est plus comme un examen d'apprentissage, là. Est-ce que t'es capable de gober de l'information puis de la résumer tout de suite après? Puis... Mais bon, en tout cas, je l'ai passé, donc c'est ça, donc ça a été correct, là. Mais c'était un petit peu stressant, là. Mais puis là, aussi en arrivant là-bas, c'est sûr que là, c'est tout d'un coup 100% en anglais, et en plus, moi, la première chose que j'ai eu à faire rendu là-bas, c'était enseigner. J'ai même pas eu un cours en arrivant. C'était ma première période, c'était une période d'enseignement. Donc là, en plus, il y avait le stress d'enseigner devant une classe d'adultes. C'est des jeunes adultes. C'était pas des cours de piano seuls, là, c'était des cours magistraux. Ben là-bas, ils offraient des cours de groupe, puis ils offraient aussi des cours privés, là, avec un examen privé à la fin.
Okay. Donc, c'est des classes différentes, puis c'était aussi groupé. Il y en a que c'est pour les gens qui sont en musique, puis il y en a que c'est pour les gens qui sont dans d'autres domaines, qui viennent prendre des cours de musique. Donc, tu avais les cours de groupe pour musiciens, les cours de groupe pour non-musiciens, et les cours privés pour musiciens, cours privés pour non-musiciens. Comme là, moi, vu que je venais d'arriver, on m'a mis dans une classe pour les non-musiciens, mais on m'a demandé d'enseigner le deuxième cours. Donc là, au début, c'était spécial parce que on me donne un syllabus, puis c'est marqué, bon, voici le syllabus du premier cours, et voici le syllabus que tu vas enseigner, le syllabus du deuxième cours. Donc, ils sont supposés savoir tout ça, et ils sont supposés apprendre tout ça. Donc là, moi, j'arrive, le premier cours, puis là, je donne un exercice, et là, je le vois bien que la moitié de la classe a aucune idée quoi faire. Donc là, je me promène un peu, là, je pose des questions, puis tu sais, ils sont supposés savoir lire la musique et tout le kit, mais il y en a plein qui savent pas comment lire, tu sais, ils ont aucune idée. Donc là, ça a été difficile un peu l'ajustement, parce que je savais pas quoi donner, je savais pas quoi faire, vu que c'était ma première fois que j'enseignais dans une classe, et il fallait que j'enseigne le deuxième cours. Donc là, j'aurais préféré enseigner le premier cours la première fois, ça aurait été plus simple. Ouais. mais bon, en tout cas, éventuellement, j'ai appris sur le tas. Là, t'arrives dans une nouvelle université, nouveau pays, autre langue, puis il faut que tu donnes un cours, tu sais. Oui, c'est ça. Et tu sais, je connais pas la façon que ça fonctionne là-bas. Ouais. Après un an, j'ai compris que le syllabus qu'on m'a donné, c'était très flexible. Là. Ça, c'était un exemple. Ouais. C'est un exemple. Moi, j'étais arrivé là-bas, puis tu sais, le syllabus était tellement précis. Moi, j'étais convaincu que c'était exactement ça qu'il fallait faire, tu sais. Donc là, au début, ça marchait pas, là. Mais bon, après ça, le deuxième semestre, là, c'était beaucoup plus facile pour moi, puis tu sais, ça allait mieux. Et aussi, ben, tu sais, à la longue, tu te fais des amis là-bas. Il y avait d'autres teacher assistants qui étaient dans le fond dans le même bateau que moi. Donc c'était le fun. Puis, vous étiez logé sur le campus universitaire? Est-ce vous étiez logé là ou non? Non, moi j'avais un appartement. En fait, mon frère, il était là-bas. Il était là-bas aussi à Minneapolis. Il faisait son doctorat en mathématiques, lui. Okay. Donc j'étais chanceux parce que j'ai pu habiter avec lui la première année. Ça a fait, disons, une chose de moins à se soucier, là. C'est aussi, je pense que si j'avais eu à trouver un appartement, ça aurait été une autre pression de plus là, sur mes épaules. Là. Donc là, ça, c'était bien. Là. Okay. Donc c'est ça, je suis resté là-bas 3 ans, je fais mon doctorat. Après ça, je suis resté 1 an de plus pour enseigner, parce que là, j'avais fait des connexions, puis je commençais à avoir un réseau là-bas. J'avais aussi des performances, un peu des petits concerts, il y avait des associations de concerts locaux. Même que des petits festivals de musique, des compétitions, un peu comme à Sorel. Là. Ouais. Il y avait le festival de musique classique du Boris Richelieu. Là. Oui. Ah, mais là, ça a changé de nom. En fait, ça va encore changer parce que il va devenir international l'année prochaine, mais c'était le concours de Pierre de Sorel. C'est ça. De musique classique, Pierre de Sorel. Mais c'est ça, il y avait un peu l'équivalent à Minneapolis. Donc là, j'avais des connexions là. J'ai même été comme jury pour la compétition là-bas. Ça, c'était le fun. C'était ma première fois comme juge de compétition. Là. Donc là, c'est ça. Je suis resté comme 1 an. C'est pas ce concours-là. C'est pas ce concours-là qu'il faut comme en même temps parler de nos œuvres, comme faire une présentation, comme une conférence de notre... Pas celui... Milwaukee, pas celui que j'ai fait. C'est peut-être Milwaukee que je parle. Je sais pas, là. Mais tu sais, dans chaque État, il y en a plusieurs compétitions de même. Là. Je suis sûr aussi que je les connais pas toutes, ceux qui étaient au Minnesota. Là. Mais bon, tu sais, c'est ça. Et après ça, ben là, quand venait le temps de déménager, ben là, j'avais le choix entre revenir à la maison à Montréal ou bien continuer dans ma lancée puis me rendre dans une autre place en anglais, continuer dans cette direction-là. Ouais. Donc j'ai comme décidé de faire un juste milieu, là, de retourner au Canada, mais d'aller à Toronto, vu que c'est un peu plus international là-bas, la communauté. Vu que je pense que c'est vu que c'est en anglais, là, c'est plus international. Il y a plus de gens d'un peu partout. Là. Il y a aussi beaucoup de connexions avec les États-Unis et tout. Donc c'est ça, j'ai déménagé à Toronto. Okay. Là, je te dirais que là, l'arrivée à Toronto, elle a presque été plus difficile encore que Minnesota. Parce que
C'était en 2018, ça, hein? C'était 2018? Je pense que oui. Je pense que c'est oui. Quand je suis arrivé au Minnesota, tu sais, au moins tout de suite, on m'a comme plongé dans un réseau parce que j'étais à l'université. Donc tout d'un coup, j'avais des classes enseignées, j'avais des collègues, j'avais des profs. C'est comme si j'avais comme des guides, tu sais, des mentors. Par contre, quand je suis arrivé à Toronto, ben là, tout d'un coup, je connais presque personne. Là. J'ai juste quelques personnes que je connais qui habitent là. Mais tu sais, c'est des amis, là, c'est pas des mentors ou des profs. Puis en même temps, je veux dire, tout le monde là-bas essaie d'avoir son propre réseau. Donc c'est ça. Donc là, j'ai trouvé ça comme encore plus difficile presque. Parce que là, je suis comme arrivé, puis je connaissais personne. Et je connaissais même pas la ville, en fait. Je suis juste allé une fois à Toronto quand j'avais genre 12 ans. Donc, je connaissais même pas la ville, en plus, là. Au début, j'ai eu comme un appartement vraiment en région, à North York. Puis là, j'enseignais, j'ai trouvé des jobs vite dans des petites écoles dans le coin. Puis là, le but, c'était tranquillement de m'approcher plus du centre-ville de Toronto. Donc, après comme 1 an, j'ai décidé, vu que j'avais comme mon appartement puis des jobs plus régulières, ben là, j'ai commencé à regarder pour des jobs plus dans le centre-ville. Là, j'ai trouvé quelques trucs. Après quelques mois, là, c'était le moment de je trouver un appartement plus dans ce coin-là. Donc là, j'ai déménagé plus proche du centre-ville. Puis là, bon, évidemment, puis là, ma vie, elle a comme plus démarré mieux. Puis là, il y a eu la pandémie qui est arrivée, d'un coup. Aïe, OK. Est-ce que t'es allé sur le virtuel, genre les cours virtuels? Oui, c'est ça. J'imagine. Mais tu sais, c'est spécial parce que c'est comme, j'arrive, je commence à avoir un réseau, là, tu sais, ça commence, là. Je commence à accompagner des gens pour les auditions, pis tout, tu sais, les gens commencent à entendre parler de moi, puis là, boum, pandémie. Et là, ça recommence à zéro. Bon, au moins, j'avais trouvé des jobs, des écoles de musique et tout, donc j'ai continué d'enseigner en ligne. Donc ça a été correct, là. Mais honnêtement, moi, j'ai quand même beaucoup aimé ça. Je suis quand même quelqu'un qui aime ça rester à la maison, chez moi, dans mon lit. Là. Donc ça a comme fait mon affaire. Et là, avec le temps, j'ai comme un peu travaillé sur mon studio ici. Tu sais, je me suis acheté un stand qui tient ma caméra d'une bonne manière. J'ai comme développé ici sur mon petit studio à la maison avec mes speakers. Pour enseigner, là. Vraiment ouais, c'est ça. Puis, ben oui, mais en même temps, j'ai trouvé le moyen que je pouvais aussi enregistrer de la maison avec mon kit, là, avec mon clavier qui est connecté à mon ordinateur. Je peux aller... dans le fond, ça s'appelle un VST. Là. Puis j'installe comme un son de piano que j'ai payé. Ça coûte comme 200-300 $. Et ça remplace le son de ton clavier par un son qui est beaucoup plus haute qualité. Là. C'est comme un vrai son de piano à queue qui a été enregistré. Là. Donc là, c'est ça. Tout d'un coup, je réalise que je peux faire des enregistrements de la maison et que ça sonne de qualité sans avoir à aller dans un studio et tout. Là. C'est sûr que c'est pas exact. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose. Mais honnêtement, la qualité est bonne. Là. Mais il faut aussi que ton clavier MIDI soit fin, pour vraiment détecter les intensités de toucher, tout ça. Parce que le son, il peut être bon, mais si ton clavier, il est pas fiable, il est pas sensible, là, c'est ça. Il va jouer une note plus forte de ce que tu voudrais qu'il joue. Puis... Mais tu sais, au pire, même si c'est ça, ça se corrige après ça à l'ordinateur. Tu peux aller éditer tes notes. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que même le son qu'on achète, on peut ajuster la sensibilité du clavier pour que ça fitte avec le clavier qu'on a, là. Si ton clavier est plus sensible, ben tu mets que ton son est moins sensible. Donc là, tout d'un coup, ça s'ajuste bien, là. En tout cas, mais c'est ça, je suis bien installé, puis là, la pandémie, elle m'a comme fait réaliser que je pouvais m'associer avec la technologie beaucoup plus dans mon art. Donc, ça a été comme un coup dur au début, mais en fait, j'ai comme l'impression que ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait réaliser qu'il y avait des portes ouvertes que je connaissais pas. J'ai fait un peu la même chose. Moi, ça a été la vidéo. Tu sais, moi, je fais longtemps, tu sais, je m'enregistre, Pro Tools, puis je le connais par cœur. Puis genre, tu sais, moi, c'était plutôt pour de la composition électro, tout ça. Mais la vidéo, j'étais pas mal
pas très bon, tu sais. OK. Puis là, j'ai catché comment ça marchait. Parce que c'est pas pareil. Faut pas penser pareil. Puis là, maintenant, je suis capable de faire... je suis capable de m'enregistrer avec, mettons, si j'avais 3 bonnes caméras, je pourrais faire... je pourrais enregistrer avec 3 prises de vue sans problème. Ouais. OK. Puis tu sais, comprendre l'éclairage, comment pas avoir de noise dans l'écran. Est-ce que tu utilises Adobe Premiere? Moi, non, c'est Final Cut. Ouais, OK. T'es avec Apple. Ouais, je suis avec Apple, c'est ça. Ouais, c'est ça, OK. C'est de base, là, tu sais, c'est pas... tu peux pas améliorer ton image ou, tu sais, quoi que ce soit. Tu sais, tu peux la travailler un petit peu, mais c'est plutôt pour faire le montage, là. Ouais. Mais moi, c'est ça, moi aussi, j'ai comme commencé à connaître un peu plus la vidéo aussi, là. Là, en ce moment, je travaille avec After Effects. OK. After Effects, c'est sûr que c'est quand même compliqué, là. C'est tout un art, là. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais en fait, on peut faire aussi les affaires simples comme le montage et tout. Donc là, je commence à être plus à l'aise aussi avec ça, là. Fait que c'est ça, la pandémie, ça nous a comme forcé à découvrir d'autres choses autour que je pense dans notre vie de musicien classique, on n'a jamais essayé même de travailler. Donc là, moi, en tout cas, moi, je trouve ça le fun, que ça nous ait forcé à nous associer à la technologie comme ça, là. Puis avec le temps, moi, je continue de travailler comme ça. Et là, justement, depuis que la pandémie s'est comme calmée, là, ben là, j'ai recommencé à enseigner plus en personne, mais là, je trouvais que ça prenait trop de mon temps. Parce que là, j'étais habitué là, à la pandémie où je restais toujours à la maison. Et que là, j'avais beaucoup de temps pour travailler sur d'autres projets parce que je passais pas de temps dans le métro à me promener d'une place à l'autre. Donc là, j'ai décidé de refaire le switch. Et là, en janvier, je recommence plus à être en ligne et moins en personne. Je vais avoir juste 2 journées par semaine qui sont hybrides. Une semaine sur 2 en ligne, une semaine sur 2 en personne. Puis le reste, c'est tout en ligne. OK. Ça se pourrait même que je finisse par être complètement en ligne. Ou bien de la maison. J'ai des fois quelques étudiants qui viennent chez moi et qui prennent des cours comme ça en personne. Mais c'est ça, je suis plus à la maison là, maintenant. Là. Cool. Ça me donne plus de temps. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on écoute un enregistrement que tu as fait en 2018. Tu as lancé ton premier album, Piano Solo. Oui. Puis sur ce CD, là, il y a des œuvres de Grieg, Scriabine, Prokofiev, Denis Goujon aussi, David Leroy McIntyre. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Oui. Et Ravel aussi, le jeu d'eau. J'aimerais ça qu'on écoute le deuxième mouvement de la sonate de Grieg, là, que je trouve particulièrement beau, ce mouvement-là. Donc, on écoute ça à l'instant.
Ouais, c'est très beau, ça. Super, merci beaucoup. Ouais. C'est une de mes pièces préférées de l'album. Ah, cool. Ben, j'ai bien choisi. En plus, on s'était même pas parlé avant. Mais au début, je voulais choisir le premier mouvement. Mais c'est ça. J'aime bien le premier mouvement aussi. Sauf que prochaine écoute, tantôt, ça brasse plus. Fait que je voulais avoir de quoi de plus, c'est ça, tranquille, chantant lent. Ouais. C'est pas enregistré bien souvent. En tout cas, c'est pas joué très très souvent, cette sonate-là. Non, je sais pas c'est quoi le problème avec... Il y a pas beaucoup de pianistes qui jouent la sonate de Grieg. J'avais entendu dire que c'est parce... Dans les critiques, quand le Grieg a publié cette pièce-là, c'est comme si le dernier mouvement, les critiques ont été plus méchants avec le dernier mouvement. Okay. Les premiers mouvements, les gens ont l'air d'aimer ça, mais le dernier, c'est comme s'il était plus faible. Bon, je sais pas pourquoi. Là. Je trouve que le dernier mouvement, il y a des très bons moments aussi. Là. Mais ça a l'air d'être ça. Là. Mais la raison pour laquelle les pianistes jouent pas ça souvent, je sais pas. Parce que moi, je trouve que la durée est comme parfaite. Là. La pièce au complet est en dessous de 20 minutes. C'est comme un timing que je trouve excellent là, pour rentrer dans un concert. Là. Des fois, quand on joue une sonate et que ça dure 40 minutes, ben là, c'est que ça prend comme le 2/3 du concert. Là. C'est pas facile de joindre d'autres pièces à ça. Là, Brahms ou même des... Il y a ces genres de Beethoven des fois qui sont longues. Ouais, c'est ça. Là. Il y en a que c'est 40 minutes, 50 minutes. Là, c'est... Ouais. Mais c'est ça, tu avais enregistré cet album-là grâce à une bourse de Claude F. Lefebvre de la Fondation du soutien aux arts de Laval. Oui, donc ça, la Fondation de Laval, dans le fond, c'est pour les gens qui étudient les arts en général, musique, vidéo, danse, film, tout, mais qui viennent de Laval, qui habitent à Laval. Ouais. Et ils ont quand même un bon budget. Dans le fond, si tu fais une bonne audition, ils vont te donner de l'argent. C'est pas vraiment une compétition. Okay. C'est sûr que ça l'est, là, parce qu'à chaque année, ils se donnent un certain montant. Et là, après ça, ils choisissent le nombre de personnes qui vont l'avoir. Ouais. Mais il y a pas comme un gagnant ou quelque chose comme ça. Okay. Par contre, Monsieur Claude F. Lefebvre, lui, ça a été un très grand contributeur de cette bourse-là au niveau financier. Et quand il est venu le temps de prendre sa retraite, ils ont décidé d'établir, c'est ça, la bourse Claude F. Lefebvre. Et ça, elle est donnée seulement aux étudiants qui sont finissants, qui font la dernière année à l'université et qui après ça, qui se lancent sur le monde du travail, qui retournent pas aux études. Et dans le fond, elle est donnée à une seule personne. Donc, ça peut être une danseuse, ça peut être un pianiste comme moi, ou ça peut être un écrivain, poète, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Donc là, moi j'ai été chanceux parce que l'année que je l'ai faite, bon, j'ai été le gagnant. Donc c'est ça, je suis resté un peu en contact avec Monsieur Lefebvre. Là, c'est sûr que ça fait un bout de temps là, qu'on s'est pas parlé, là. Mais oui, on est allé prendre des cafés ensemble et tout. OK. Il y a comme un suivi là, avec les artistes. C'est ça, mais ouais, non, mais la bourse, c'est vraiment génial parce que ils font comme une espèce de programme où ils essayent de faire le projet que tu avais planifié. Et moi, dans mon cas, c'était faire, dans le fond, mon lancement de carrière. Donc, faire un CD, faire des photos, un site web, un vidéo démo un peu. Bon, évidemment, le tout, finalement, ça a coûté plus cher que prévu, donc j'ai payé de ma poche le reste du montant. Ouais. Parce que souvent, quand je me lance dans un projet, je vire fou et je commence à faire 10 fois plus de choses que ce que je posais, là. Ouais. Mais c'était ça que je voulais, là, donc c'est parfait. C'est pour ça que tu l'as eu, la bourse, en 2016, puis ça a pris... T'as travaillé à partir de là, t'as sorti ton album en 2018 aussi, puis bon là t'as ton site web, on voit il y a des vidéos aussi, t'as du Moskovski. Ouais, c'est ça, ça a été fait aussi avec la bourse, le Moskovski. Ouais. Est-ce que tout ça a été enregistré, je pense que tu m'avais dit dans le passé que ça a été enregistré au studio Esma Oliver, au studio en fait l'espace Oliver Jones de Esmond White. Ouais, c'est tout là que ça a été fait, ouais. Okay. Ouais, le CD et les vidéos, c'est tout là que ça a été fait. C'est ça. Ça a pas été fait les mêmes journées, là, ça a été au travers comme d'un été.
Mais oui, c'est ça, ça a été super le fun de travailler là parce que évidemment ils ont des pianos de superbe qualité. C'est un atelier de piano, donc ils les travaillent leur piano et moindrement qu'il y a un petit détail qui dérange, ben là le technicien peut venir régler ça. C'est vraiment fantastique là. Ils sont vraiment minutieux puis dédiés aussi à leur travail. Là. Ben ouais, c'est ça. Ils sont experts là. Ils savent de quoi ils parlent là. C'est vraiment. Même qu'ils ont sorti leur propre gamme de piano. Je pense que c'est la première marque canadienne de piano. OK. C'est Esmond White. Ouais. C'est la marque de piano Esmond White. Puis je sais qu'ils ont un modèle en particulier, c'est un piano droit. Je crois qu'ils l'appellent le Magic. Oui. Ouais, avec, on voit les marteaux, c'est comme transparent, là, je pense. C'est une petite porte transparente. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est parce que l'idée de ce piano-là, c'est qu'ils ont incorporé une action de piano à queue dans un piano droit. Donc, on a comme le double échappement qui permet de faire des notes répétées plus vite. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Là. Pour ceux qui veulent une action de piano à queue, mais qui n'ont pas de place chez eux, c'est comme... Ben c'est ça, oui, c'est ça. Le bon compromis. En fait, moi, justement, je me suis commandé un piano que c'est un peu cet effet-là. C'est le Yamaha N1X. Okay. Si tu regardes sur Internet, en fait, c'est un piano hybride. Il y a l'action d'un piano à queue, d'un piano Yamaha, je sais pas si c'est 6 pieds, là. Mais en fait, il n'y a pas de cordes. C'est des connecteurs électroniques. OK. Donc en fait, le piano, il est comme tout petit, comme un clavier électronique, mais il y a l'action de piano à queue dedans. Donc pour moi, c'est comme le meilleur des deux mondes parce que ça me permet d'avoir le vrai clavier, là, la vraie affaire, et en même temps de continuer mon travail technologique avec mon ordinateur et tout. Donc, mais là, ces pianos-là, ils sont difficiles à trouver. Là. Il y en a pas un en vente au Canada. Je pense même en Amérique du Nord. Là, ils sont dans le fond commandés au fur et à mesure. Donc là, je vais avoir le mien dans 3-4 mois. Là. OK. je l'ai commandé il y a 1 mois. Là, ça prend du temps avant de l'avoir. Là, ouais. Il faut qu'il le fasse. OK. Ouais, c'est comme les Tesla, à un moment donné, il y avait des Tesla qu'il fallait commander d'avance, là, puis c'était quand même... Ouais, c'est ça, ouais. c'est sur mesure, quasiment. Ouais, je vais juste parler un peu, on en a parlé un peu tantôt des concours, puis t'as eu quand même plusieurs prix, t'as participé à plus d'une vingtaine de compétitions, t'as eu premier prix du concours de concerto de l'Université de Minnesota, du Art House Orchestra aussi, je pense que c'était avec le concerto de Tchaïkovski. Si je ne me trompe pas. Ouais. Puis tu as eu deuxième prix au American Prize in Piano Performance, puis au premier prix au American Protégé International Competition. Tu as aussi eu des prix au concours de Sorel, puis sûrement à d'autres concours au Québec. Tu pourrais-tu nous en parler de ça, de ton expérience de concours? Quel était... quand tu faisais un concours, c'était quoi tu avais derrière la tête? Bon, bien sûr, mettons, essayer de le remporter, mais c'était quoi ta démarche? Comment tu te préparais vis-à-vis les concours? Qu'est-ce que ça représentait pour toi à côté des études puis de la carrière concertiste? Honnêtement, j'ai comme toute ma vie fait des compétitions, donc même depuis mes premières années, donc pour moi, ça a comme toujours été un peu... Ça fait partie de ton année scolaire un peu. Là. Pour moi, au début de l'année, pendant l'été, on commence à apprendre certaines pièces, on les travaille. Rendu vers février, mars, avril, ben là, j'ai comme un programme complet. Et là, c'est le temps de les faire dans des concerts, dans des compétitions et tout. Et là, quand l'été arrive, ben là, on recommence un autre programme. Puis c'est comme la même roue qui tourne. Là. Donc, pour moi, c'est comme... C'est ça, ça permet aussi d'avoir un point de vue extérieur parce que, bon, on prépare nos examens au conservatoire, on a un avis du jury, des profs du conservatoire, notre prof. Mais quand tu fais un concours, ça te permet aussi d'avoir un point de vue extérieur, tu sais, quelqu'un qui ne te connaît pas nécessairement, bien, là, que c'est peut-être la première fois qu'il t'entend. Oui, c'est ça. Et eux autres, ils ont juste comme quelques lignes pour dire qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu viens de jouer. Mais des fois, c'est tout ce qu'on a de besoin juste pour... parce que des fois, on peut dire, à la mesure 152, cette note-là pourrait être plus staccato. T'sais. Bon, mais ça, c'est pour cette pièce-là. C'est pas le genre de chose qui nous fait grandir comme musicien, ça. OK, oui, c'est vrai, j'aurais dû faire cette note-là plus staccato. Oui, OK. Mais bon, ce qu'on apprend, c'est plutôt l'idée générale. C'est qu'est-ce qui transparaît de ta performance, tu sais.
disons que je m'assis, je t'écoute jouer, j'ai pas la partition devant moi, puis je t'entends jouer pendant 2 minutes, c'est quoi que je vais penser de tout ça? Tu sais? Puis c'est ça qui est cool des compétitions, et en même temps, ça nous fait entendre les autres personnes autour de nous, le genre, ouais, le niveau aussi, le niveau autour de nous, ça nous pousse à essayer d'être meilleurs, parce que, tu sais, on en entend qui sont vraiment bons. Puis aussi, moi, j'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai une compétition, on dirait que mes oreilles, ils changent, puis on dirait que tout le monde sonne 10 fois meilleur que moi. Tu sais, quand j'entends quelqu'un jouer, je me dis, oh man, il est tellement bon ce gars-là, tu sais. Puis là, finalement, dans les prix, hop, j'ai le premier prix. Ouais. Ok. Tu sais, mais moi, dans ma tête, j'avais l'impression que tout le monde était meilleur que moi. J'ai eu la même chose aussi. C'est ça. C'est peut-être sous la pression, là, il y a quelque chose qui change psychologiquement, là. Mais c'est bon de savoir ça, puis d'être des fois étonné du résultat, parce que ça nous fait réaliser que on a quelque chose à apporter sur la table aussi. Que dans le fond, les autres ont des choses bonnes, mais que nous aussi, on en a, puis on a certaines forces et tout. Puis les commentaires nous font savoir c'est quoi les faiblesses sur lesquelles on peut travailler. Puis c'est sûr aussi, tu sais, nous, mettons, on travaille une œuvre pendant une année. Tu sais, comme tu m'en avais déjà parlé, tu sais, c'est que oui, on s'améliore, mais en même temps, nos standards, ils montent aussi de ce qu'on trouve acceptable. Fait qu'à un moment donné, nous, on entend juste nos erreurs ou comme le truc qui a moins bien marché, mais tout ce qui est comme bon, ben c'est comme, c'est acquis, tu sais, je veux dire... c'est normal. Ouais, c'est ça. c'est supposé être comme ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, ben ça, c'est toute ma vie, là, comme ça, que... oui, c'est ça, mais... Oui. Tu sais, mettons, je sais pas si c'est déjà arrivé, mettons, d'enregistrer une pièce dans un concert, puis après ça, de l'enregistrer, mettons, 5 ou 6 ans plus tard, puis là, tu fais comme même, my God, on est ailleurs, là, tu sais. Ben, justement, la pièce dans l'album Jeux d'eau de Ravel, cette pièce-là, en fait, je l'avais jouée quand j'étais au secondaire. Je l'avais jouée pour la première fois. Et, ben, tu sais, honnêtement, à ce moment-là, je pensais que j'étais incroyablement bon. OK? Mais l'affaire, c'est que je l'ai enregistré la pièce dans un petit studio quand j'ai fini mon année. J'ai gardé l'enregistrement quelque part, enfoui, puis je l'ai oublié. J'ai passé à autre chose. J'ai joué d'autres pièces. Et là, genre, 10 ans plus tard, j'apprends ça, j'étais au doctorat, je décide que je vais reprendre cette pièce-là, je vais la retravailler, et je trouve enfoui dans un garde-robe chez mon père, je trouve l'album que j'avais enregistré, comme c'est démo, c'est comme une session d'enregistrement dans un studio. Là. La pièce, je l'ai en comme 3, 4 ou 5 takes. Okay. Puis là, je sais qu'il y en avait une que c'était la meilleure, je l'avais comme marqué sur l'étiquette que c'est celle-là la meilleure. Mais là, tu sais, quand je l'écoute, évidemment que là, j'entends plein de choses qui me dérangent, tu sais. Là, tout d'un coup, tu réalises que je réalise que j'étais pas si bon que ça, finalement. Mais c'est le fun, au moins, d'entendre ça, parce que ça me fait réaliser que là, finalement, oui, j'ai appris beaucoup avec les années. Là, je suis rendu quelque part d'autre, mais sans entendre la différence, j'aurais pas pu réaliser tout le cheminement que j'ai fait depuis ce temps-là. Ouais, c'est comme une illusion. Puis tu sais, souvent, Puis tu sais, c'est ça. Je pense que plus qu'on avance, tu sais, comme musicien, on comprend plus les choses en profondeur, tu sais, le langage, les harmonies, le contrepoint, tout ça. Puis c'est pas nécessairement des heures de genre de répéter ou de pratique qui fait que notre jeu se raffine, c'est plutôt la compréhension. Puis souvent, tu sais, quand on est plus jeune, on va être plus... Tu sais, c'est plus facile de juste comme répéter des heures et des heures. Fait que ça devient techniquement, mettons, tu sais, oui, c'est mettons, virtuose, mais c'est pas nécessairement plus musical, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que quand on est jeune, c'est souvent tout ce qui nous importe, c'est d'aller de plus en plus vite, là. Ouais. c'est la seule chose qui importe, ouais. Puis quand on entend quelqu'un jouer, tout ce qu'on entend, c'est est-ce que la personne joue vite ou pas, tu sais. Tu sais, mais là, avec les années, on entend que hey, c'est pas juste ça, finalement, tu sais, des fois, ça peut aller bien vite, mais si c'est tout croche, c'est pas bon, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis moi, des fois, je joue. En fait, moi, le problème, c'est que ça va trop. Je vais plus vite que demander. Fait qu'il faut que tu sais, faut que je me parle quand je joue, mettons. Si je suis plus stressé, de quand même calmer ça, puis juste respirer, puis que ça coule normal, parce que sinon, ça. En tout cas, ça va. Mais souvent, c'est souvent, ça se passe tout dans les premières secondes quand on commence la pièce, là. Moi, c'est ça. Avec les années, je pense que ce que j'ai appris, c'est
quand je m'assis avant de... Disons que je suis dans un concert puis que j'ai l'adrénaline, je m'assis, je commence mon concert, mon cœur il bat fort. Je le sais que si je me laisse aller, je vais probablement jouer trop vite dès le début. Et que là, rendu à genre 60 secondes, je vais commencer à me dire oh, là je vais être en danger parce que ça va trop vite. Mais là maintenant, ce que j'apprends, c'est juste avant de la commencer, peut-être de l'écouter dans sa tête un peu la pièce. 5-6 secondes, là, des fois c'est assez juste pour nous faire comprendre le tempo qu'il faut qu'on prenne au début. Et là, quand on rentre, on est plus confortable, on est plus solide. C'est bon, ouais, bon truc. Mais ouais, c'est ça. Oui, parce que quand on est sous l'adrénaline, là, on a comme pas la même relation avec le temps. On dirait que c'est comme si tout est au ralenti, là, parce qu'on est comme en mode survie. Là. Ouais. Donc là, on a l'impression de jouer normal, mais si on écoute notre enregistrement, on est comme 4 fois plus vite que d'habitude. C'est ça. Ouais. Vraiment d'accord, ouais, c'est ça. Je m'étais enregistré une fois en répétition avec un orchestre dernièrement. J'étais à trop vite. La générale, je me suis enregistré en disant là, je vais pas trop vite. J'ai réécouté, c'était encore trop vite. Là, ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Ouais. Mais là, mais justement, l'autre fois, j'ai écouté un passage de mon fin baccalauréat, mon concert, tu sais. Puis je jouais une sonate de Beethoven, là, puis le dernier mouvement, là, j'allais vite, là. Mais tu sais, c'était bon, là, je veux dire, c'est juste que, il me semble que je la pratiquais pas aussi vite que ça, d'habitude, là. C'est juste qu'au concert, ça a sorti de même, là. Comme là, j'étais en mode survie, là, puis là... C'est ça, mais tu sais, je pense que dans une limite, puis dans une balance, un équilibre, ça peut être bon d'avoir un petit push de plus d'adrénaline. Je pense que ça peut y donner quelque chose, mais c'est dangereux aussi de trop laisser ça aller. Ouais, c'est sûr que là, pour cette pièce-là, ça marchait bien. T'sais, parce que là, c'était comme une fin de Beethoven, là, c'était bon, tu sais. Ouais. Mais tu sais, là, quand c'était les moments plus lents ou tout ça, ou mettons juste moyens, tu sais, les moments moderato, ben là, ça pousse trop, là, tu sais. Là, ça y va trop, parce que je suis comme stressé, là, tu sais. Ouais. On va écouter, t'as joué avec l'orchestre de l'Université de Minnesota, parce que t'as gagné le concours de concerto. On va écouter la fin du 3e mouvement. Ça va vite, ça aussi. Mais je pense que ça va pas trop vite. Je pense que c'est juste super. Fait que on écoute ça.
Yeah! Super, merci! Ouais, c'était intense comme fin. Ouais, puis ouais, comme... c'est tout un concerto. Ouais, ouais. Puis ça, en tout cas, ça sonnait très bien. C'était 2018, ça, dans le fond? Ouais, ça, c'était, dans le fond, la fin de mon doctorat, ça. J'avais gagné la compétition, dans le fond, la dernière année avant de partir. Ce qui était le fun, c'est que dans cet orchestre-là, en fait, il y avait des gens qui prenaient des cours de piano avec moi. Il y avait des membres de l'orchestre. Comme, mettons, la première violoniste, c'était une de mes élèves, tu sais. Ah ouais? Donc c'était le fun, parce que quand j'étais dans l'orchestre, je me sentais entouré par des gens que je connais. Ouais. Souvent, quand on est invité par un orchestre, on connaît personne, là. On arrive, on est comme l'invité spécial, tu sais, et on est comme tout seul dans notre coin. Mais là, j'étais comme entouré par des gens que je connaissais. Donc ça, c'était comme une bonne expérience, là. Il y avait même dans le public aussi, il y avait de mes élèves qui étaient venus m'écouter et tout. Donc, ouais, c'était une très belle expérience, là. Ouais. Avec ça. Ah, ça doit. Puis c'était pas la première fois, c'est ça, que tu le jouais? Non, c'était pas la première fois. Je pense que c'était la 3e ou 4e fois que je le faisais avec orchestre. Avec orchestre. Ouais, c'est ça. C'était la première fois avec cette université-là, avec cet orchestre-là. Le chef d'orchestre était super bon, là. Oui, ben on voit ça. Ça devait apporter aussi quand même, tu devais arriver avec une certaine confiance, le fait d'avoir joué avec orchestre déjà trois fois avant. Ça doit être différent. Oui, ben c'est ça. Oui, puis quand on le joue avec différents orchestres, il y a quelque chose d'autre qui rentre parce que c'est souvent, la grande majorité de notre pratique, on est tout seul, on a notre propre vision de la pièce avec exactement le tempo, les timings, comment ça respire, comment ça ralentit, accélère, tout. On a comme exactement notre façon de faire. Ouais. La première fois qu'on le joue avec orchestre, là, soudainement, il y a comme un compromis à faire avec l'autre orchestre parce que le chef d'orchestre, il a sa vision et on a notre vision. Donc, il faut faire comme une combinaison où on s'entend à mi-chemin. Et là, quand on le fait avec plusieurs orchestres, ben là, on réalise que il y a des choses que tous les orchestres font. Il y a des choses que c'est en fait le chef d'orchestre qui a ses choix personnels. Ouais. Mais il y a des choses que tous les orchestres font et que nous, on faisait pas. Oui, c'est ça. Et que nous, on faisait pas dans notre tête parce qu'on le jouait tout seul. Donc là, tout d'un coup, c'est ça. Il y a des choses que je réalise que finalement, c'est pas des compromis qu'il fallait que je fasse avec l'autre orchestre. Que c'est vraiment tous les orchestres font ça. Donc, ça, c'est moi qui dois apprendre à m'ajuster à cette façon de faire-là avec tous les orchestres. Ouais. Il y a des choses aussi, des fois, c'est plus pratique, là. Tu sais, ben là, on l'a pas entendu, mais mettons, dans le deuxième mouvement de ce concerto-là, il y a une place où ça va très rapidement et le piano est jamais comme sur les temps, il est comme tous les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On n'est jamais sur le 1. Donc là, l'orchestre est sur le 1. Donc là, tout d'un coup, tout le timing, il faut le faire en suivant l'orchestre et non en étant celui qui lead. Oui. Parce que c'est ça, quand on joue tout seul, on est comme le leader. Là. Tout le temps, c'est nous qui décident de tout. Ouais. Quand tu joues avec un orchestre, là, soudainement, des fois, c'est eux qui ont la partie plus importante, puis c'est nous qui accompagnons. Oui. Donc là, il faut les suivre. Est-ce que t'as pas l'impression des fois que c'est un peu lent, genre que ça pourrait aller plus vite? Ben là, c'est ça. Ça va dépendre des orchestres. Okay. Puis ce qui est spécial, c'est que, tu sais, disons que moi, je décide qu'il faut ralentir. Bon, ben là, le chef d'orchestre va m'entendre ralentir. Donc là, lui, il réagit à ça. Ouais. Et là, il envoie un signal au reste de l'orchestre qu'il faut ralentir. Donc là, il est comme un intermédiaire entre moi et l'orchestre. Donc là, tout d'un coup, tous les choix qu'on fait, toutes les décisions de ce genre-là, il y a comme un temps de réaction avant que l'orchestre le fasse aussi. C'est ça. Non, mais toi, faut que tu continues sur ta lancée parce que si tu décides de attends, ils sont trop vite, fait que si tu décides de eux les suivre, là, tu pourras plus faire ce que t'avais envie. C'est ça. Fait que c'est touché un peu, là. Ouais. Il faut être rapide sur la réaction, mais en même temps, il faut comprendre que eux autres, c'est comme 50 musiciens qui sont en arrière de toi toujours parce qu'ils suivent le chef d'orchestre qui, lui, te suit. Donc, c'est ça. On peut pas soudainement changer d'idée, de tempo ou quoi que ce soit. C'est tout se fait progressivement. Puis, ou bien faut en parler d'avance avec le chef d'orchestre pour qu'il sache quoi faire.
Bon, là aussi, Ouais. il y a aussi le fait que là, dans cet orchestre-là en particulier, c'est un orchestre étudiant. Donc là, bon, c'est sûr qu'il va y avoir des imperfections ici et là. Il y a des choses qui peuvent être meilleures, là, disons. Ouais. Ça peut être plus timé. Mais en même temps, même dans le mode professionnel, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pense, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi, tu sais, même un orchestre d'étudiants d'université, tu sais, souvent, c'est comme un peu meilleur qu'un orchestre, mettons, community orchestra ou, tu sais, des orchestres semi-professionnels ou amateurs. Ouais. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais, à Montréal, il y a l'OSM, mais il y en a d'autres. Bon, il y a d'autres orchestres professionnels, mais il y a beaucoup aussi, surtout à Toronto, tu sais, des community orchestra, parce que c'est des gens qui font ça par passion, tu sais, donc, le niveau, tu sais, des fois un peu comme des niveaux universitaires, mais même en dessous. Tu sais, fait que je pense qu'on est appelé des fois à jouer souvent avec des orchestres, tu sais, qui sont pas l'OSM ou donc, c'est ça, TSO. Donc, de le jouer avec différents orchestres, ça te fait réaliser que moi aussi, il faut que je sois capable de m'adapter beaucoup à leur façon de faire. Ouais. Et je réalise aussi que dans mes choix, dans ma façon de faire, il y a des choses qui vont être plus faciles à mettre avec l'orchestre que d'autres. Donc, des fois, il y a comme comme à la fin du premier mouvement, là, il y a comme une cadence qui dure quelques minutes. Là, le piano joue tout seul. Ouais. Et là, il fait un petit passage. Et là, éventuellement, l'orchestre embarque. Mais cette transition-là, là, avant que l'orchestre embarque, ben, il faut... Tu sais, le tempo il a changé beaucoup pendant le solo du piano. Des fois, c'est lent, des fois, c'est vite. Et là, tout d'un coup, il faut donner le tempo à l'orchestre pour qu'il rentre. Mm-hmm. Ce moment-là, je réalise qu'il est particulièrement... Il faut être précis. Et quand je le jouais, quand je pratiquais juste avec un autre pianiste qui faisait la répétition d'orchestre, je m'en foutais un peu de ce passage-là. Tu sais, je le jouais, puis je savais que le pianiste allait rentrer avec moi, puis on continue. Mm. Mais quand tu réalises qu'il y a 50 musiciens qu'il faut qu'ils soient prêts à rentrer exactement à la même vitesse que toi, ben là, tout d'un coup, cette transition-là, il faut qu'elle soit calculée et tout. Mm-hmm. Donc ça, c'est le genre de choses que j'ai appris en travaillant avec différents orchestres, que il y a beaucoup de choses que c'est moi qui peux rendre la vie plus facile à l'orchestre. Ouais. C'est pas l'inverse, c'est moi qui dois les aider. T'as fait beaucoup, quand même, aussi... dans la musique contemporaine, t'as joué, t'as fait des créations, des premières auditions. Par exemple, t'as joué une pièce en 16e de ton de François-Gabriel Madden. Ouais. T'as fait la première mondiale aussi d'une pièce de Sean Clark qui t'était dédiée. Ouais. Puis bon, je me rappelle aussi au Conservatoire de Montréal, moi et toi, on faisait les cours musique contemporaine avec Véronique Lacroix, qui était très impliquée dans la musique contemporaine au Québec. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu continues toujours à faire? Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, depuis un certain temps, je suis quand même très occupé avec ma vie. Donc, j'ai tendance à plus faire les projets qui sont lucratifs. Là, quand j'étais étudiant, c'est sûr que là, j'allais dire oui à tout parce que j'avais du temps. J'avais du temps devant moi. Là. Donc, je pouvais faire des commandes gratuites puis aider. Puis des fois, j'allais travailler avec un compositeur juste parce que. Ouais. Là, de nos jours, je suis très occupé. Fait que j'ai tendance à plus faire qu'est-ce qui va être payant. Mm-hmm. Là, dernièrement, je suis allé au Massachusetts parce qu'il y a un compositeur là-bas, Steven Denkner. OK. C'est un ancien professeur de composition que là il est retraité maintenant, mais il y avait certaines pièces qui ont jamais été jouées en concert. Ouais. Donc là, il m'a engagé pour les faire. Donc je suis venu dans la ville de Williamstown. J'ai fait comme un concert solo dans lequel j'incorporais certaines de ses compositions. Au Clark Art Institute? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cool. Ben, en fait, là, je l'ai fait avant la pandémie, puis là, je suis revenu, là, il y a un mois et demi, là. Je suis retourné là-bas faire un concert solo, là. En octobre dernier. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, mais là, c'était pas en octobre, là, c'était... Ah oui, c'était en octobre. Ah oui, c'était fin octobre. Oui. J'ai fait mes recherches quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est le 29 octobre, ben oui. Fin octobre, ok. Ah, mais c'est le fun, ça. Fait que tu joues, t'es connu, tu joues aux États-Unis quand même régulièrement. Là. Mais là, c'est ça, là, ce concert-là, il était particulier parce que c'était quand même, c'était comme presque une demi-heure de musique contemporaine. OK. Donc là, j'ai comme mélangé ça avec de la musique plus traditionnelle, là, classique, Schubert, Chopin et tout. Là. Beethoven.
Ouais, puis j'ai essayé d'alterner aussi. Je parlais un peu entre les pièces aussi. Je décrivais un peu ce que j'allais jouer, puis mes réactions et tout. Okay. Et je pense qu'avec le mix de musique traditionnelle et musique contemporaine, ça a fait un mélange intéressant que les gens étaient capables d'apprécier cette musique contemporaine-là. Parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile d'accès, là. Il faut être... ça dépend laquelle, ouais. C'est ça, faut souvent être prêt à entendre ça, puis à être ouvert d'esprit, puis à avoir le plaisir d'essayer de comprendre c'est quoi cette musique-là. Parce que si on fait juste écouter ça comme musique en arrière-plan, mais des fois ça va sonner bizarre, là. Ouais. Il faut mettre son attention, puis il faut avoir comme une conception derrière notre tête pour pouvoir apprécier ce qu'on entend, là. Les notes de programme deviennent importantes pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, là, dans ces concerts-là en particulier, je pense que il y avait pas assez de lumière dans l'audience, donc ils pouvaient pas lire le programme. Ah. donc je parlais. Donc, j'ai parlé entre les pièces, puis j'ai décrit de quoi je parlais et tout. Okay. Mais les gens ont eu l'air de beaucoup apprécier ce que je parlais. Et aussi, j'ai été content parce que, pour une fois, les gens réagissaient, tu sais. Si je faisais une blague, ben, ça riait dans l'audience. Donc ça, c'était le fun, là. Ça te met à l'aise, puis ça te fait comprendre que, tu sais, je parle pas à un mur, là. Ce que je dis, tu sais, les gens m'écoutent, puis après ça, quand je joue une pièce, ils réagissent, puis ils comprennent ce que je veux dire. C'est quoi t'as prévu tes projets en cours ces temps-ci? Puis je me demandais aussi, en dehors de la musique, as-tu d'autres intérêts, sport, qui te permet de faire de la musique puis d'être bien? Parce que sinon, si c'est juste de la musique tout le temps, des fois, ça peut être lourd un peu, là. J'imagine que t'as d'autres intérêts. Ouais, non, c'est sûr, j'en ai plein, là. Ben, là, quand je suis revenu du dernier concert, j'ai comme une soudaine envie de faire différents trucs. Je me suis acheté un drum électronique, un set de drum. J'ai commencé à taper sur les affaires, à smasher le drum. Il y a un gars qui habite très proche de chez moi, là, qui donne des cours de drum. Donc, j'essaie d'apprendre un peu, là. Je pratique pas beaucoup, là. Je fais ça juste pour le fun, mais c'est bon pour se défouler, là. J'ai commencé à faire ça. Mais bon, pour ce qui est de mes projets en cours, là, là, j'ai comme beaucoup de collaborations de ces temps-ci, là. J'accompagne souvent des gens. Il y a à Toronto, il y a comme les examens du RCM, là, le Royal Conservatory of Music. Il y a beaucoup de gens qui font les niveaux, là, puis les examens. Donc, quand les gens font des examens en voix ou en violon ou comme ça, ben souvent ils ont besoin d'un accompagnement. Donc là, je vais jouer avec eux. Ils vont m'engager, puis je vais les accompagner dans leur examen. Là, j'ai aussi... c'est une belle école, hein? T'es allé là-bas. C'est super beau. J'ai étudié là aussi 2 ans, là. Fait. C'est un super bel établissement, là. Puis ils ont comme comme des petits instruments, là, qui sont accrochés sur le mur, là, des fois. C'est comme derrière une vitre, là. C'est comme un ancien instrument, c'est comme presque comme un musée, là. L'exposition d'instruments anciens. C'est super beau, là. Puis là, ben là, oui, j'ai quelques collaborations. Comme là, il y a une chanteuse aussi, une prof de chant, ici dans la région, qui... on se fait comme des duos. On va essayer de... C'est quoi son nom? Son nom, c'est Diane Dumas. C'est une prof de chant. Et c'est ça, on collabore ensemble, là. On a eu quelques répétitions. Puis là, après Noël, ben là, on pensait faire plus comme un programme. Puis ce qu'on ferait, c'est après Noël, en 2023, parce que on est déjà en 2023. Oui, c'est ça. En 2023, c'est... dans le fond, c'est des événements corporatifs, là. C'est comme des espèces de mini-concerts de 30 minutes. Corporatifs, là. C'est ce genre de choses-là. Cool. Un autre album en vue? Ouais, ben là, en fait, là, depuis un certain temps, je fais beaucoup de mini-compositions. Je me suis comme donné un défi qu'à chaque jour, je fais quelques mesures de composition, un 16 mesures. Dans le fond, c'est comme une phrase musicale ou deux, comme un paragraphe. Et à chaque jour, j'écris quelque chose, j'alterne content, triste, majeur, mineur. J'alterne comme ça. Puis à la longue, au fur et à mesure des semaines, je prends quelques petits extraits comme ça, puis je les combine ensemble en une composition complète. OK. Et cool. C'est ça, j'essaie de faire ça un peu. Donc j'aimerais ça que
mon prochain album, j'aimerais ça sortir des compositions plus de mon plein gré. C'est plus composition classique ou plus néoclassique? Je joue beaucoup de jeux vidéo. Moi, je suis un gros gamer. Là. Donc, c'est sûr que mes compositions sont vraiment influencées par la musique de jeux vidéo. Là, énormément. Ben un peu, j'ai eu à l'émission aussi plutôt Laurence Manning là, qui a fait beaucoup d'enregistrements de musique de jeux vidéo, puis ses compos aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de jeux qu'elle aime, que j'aime beaucoup aussi. Là. On a des goûts très similaires. Là. Okay. Donc c'est ça, oui, c'est ce genre de choses-là, oui. C'est sûr que là, en ce moment, c'est beaucoup du piano. Mais j'aime ça aussi travailler aussi comme électronique. Ouais, c'est ça, à l'ordinateur, faire des compositions. Mais moi, c'est sûr que là, je suis old school. J'y vais bien au piano, là, c'est des compositions de piano. Donc c'est comme un mélange un peu jeux vidéo, film et musique classique en même temps. Là. Cool. Ça s'inspire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je passe du temps aussi à faire un peu d'improvisation. Des fois, tu sais, j'apprends des concepts de théorie un peu sur Internet et tout, dans des livres. Puis après ça, je m'assieds au piano, puis j'expérimente avec ça. Des fois, je vais les incorporer dans mes compositions. Mais c'est ça, tu sais, là, j'ai comme un but prochain de faire un album de piano solo, de juste des compositions dans, mettons, la prochaine année et demie, là, de sortir ça, là. Cool. C'est comme mon but, là. Hey, merci, Gabriel. C'est déjà la fin. On aurait pu encore parler longtemps, j'ai l'impression, hein, mais... Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Là. Merci de ton temps. Puis c'était super inspirant. Puis bonne chance en tout cas pour ton projet de compo, puis les enseignements, puis la suite à Toronto. Il va falloir qu'on aille prendre un café la prochaine fois que tu viens à Toronto. Là. Ah oui. J'aimerais vraiment revenir. Je suis pas revenu depuis la fin de mes études. Là, depuis la pandémie, c'était pas facile. Mais là, vu que ça se calme, là, ça serait le temps là, que tu reviennes. Là. Ouais, il y a des bons latés, me semble, à Toronto. Là. Oui. OK. Bon, ben... Bonne journée. Merci beaucoup merci encore pour l'invitation. Là, c'était super. OK. Ça fait plaisir. Bye. C'est déjà tout pour le 5e épisode du podcast On jase piano avec. Merci encore à Gabriel pour sa participation et de tout ce qu'il a partagé généreusement avec moi. J'ai bien aimé qu'il raconte son parcours au piano dès le jeune âge, ses études au Conservatoire de musique de Montréal et sa vie de doctorant à l'Université du Minnesota. C'était passionnant de découvrir son projet de carrière, d'écouter un extrait de son album Piano Solo et d'en savoir plus sur ses activités professionnelles qu'il poursuit comme pianiste soliste et collaborateur à Toronto. Je vous donne rendez-vous le 2 avril prochain pour le 6e épisode avec le pianiste français Théodore Lambert. Et là, moi, je venais de partir chez mes parents, j'étais seul dans mon appartement, c'était mon tout premier cours au conservatoire le mardi matin de la 3e semaine de septembre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. C'est à ne pas manquer.